La drépanocytose, maladie génétique du sang qui touche beaucoup plus la population noire, elle se caractérise par des crises de douleur extrêmes. Il y a longtemps, l'espérance de vie des patients était réduite. Aujourd'hui, la médecine a évolué et donne plus de chance aux personnes souffrant de drépanocytose. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up consacré à la prise en charge de la drépanocytose, tant sur le plan thérapeutique que physiologique. Mais avant, voici le sommaire. Au sommaire de Check-up cette semaine, gros plan sur la drépanocytose. Mode de transmission, symptômes et traitements, incursion au centre de prise en charge de la drépanocytose de l'hôpital Akintini de Douala. Vous saurez tout avec le docteur Charlotte Epossé. Quel est le quotidien d'un drépanocytaire? Entre crise et douleur, vous entendrez les témoignages de quelques victimes de cette maladie. Quel rôle peut jouer le psychologue auprès des parents d'enfants drépanocytaires? Explication à suivre du docteur Herrero Diengui. Dans le cadre de la sensibilisation contre la drépanocytose, doit-on contraindre les fiancés à déposer avant leur union leur examen d'électrophorèse d'hémoglobine? Vous écouterez à ce propos le maire de la commune de Douala 3, Valentin Epoupa. Bonsoir une fois de plus et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Au Cameroun, chaque année, on enregistre 6000 naissances d'enfants avec la drépanocytose. Il est estimé à 2,5 millions de personnes drépanocytaires au Cameroun et 25% sont porteuses du gène SS. Des chiffres qui inquiètent et méritent une mobilisation et une sensibilisation pour limiter le nombre de naissances d'enfants malades et une bonne prise en charge. Le 19 juin, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose, responsables d'associations drépanocytaires, médecins et autres personnels soignants se sont retrouvés. Pour plus de détails, suivant ce reportage que signe Elisabeth Ngorou, Marius Kosso. Une piqûre au majeur gauche, Michel passe son examen d'électrophorèse d'hémoglobine. Le résultat, elle va le recevoir dans les heures qui vont suivre. Comme elle, ils sont nombreux ce matin du 18 juin 2021 au centre de prise en charge de la drépanocytose de l'hôpital Akintini de Douala à avoir répondu à la campagne d'information sur cette maladie génétique. Ruth, par contre, connaît son statut depuis plus de 29 ans aujourd'hui. Venue en consultation, son cas est sujet à des complications. L'ostéonécrose de la tête fémorale, pour être précise. J'ai découvert ma maladie à l'âge de 8 ans. Bon, avant à l'époque, j'étais mal vue, on se moquait de moi, je subissais les moqueries dans mon entourage. Je vivais mal la situation parce que à l'époque, on ne connaissait pas encore la maladie. Je marchais très bien comme les autres personnes. Et après, je me suis retrouvée paralysée avec des jambes complètement enragées à cause de cette crise. Ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à marcher avec les cannes et tout. Je vivais mon quotidien vraiment difficilement parce que de temps en temps, il fallait que j'essaye de me déplacer, il fallait que je me lève pour faire cela. Je n'arrivais pas. Parfois, je n'arrivais même pas à aller à l'école à cause de cette maladie. Tout le temps, j'avais mal. Tout le temps, je hurlais de douleur. Mais avec le temps, j'ai appris à surmonter cette maladie, à encourager mes frères et sœurs à se dire que la drépanocytose n'est pas une fatalité. C'est une maladie comme toutes les autres. Encore appelée maladie de la douleur, la drépanocytose se manifeste de plusieurs manières. Courbatures aux douleurs musculaires et articulaires, détresse respiratoire, anémie sévère, les crises chez le malade drépanocytaire peuvent se déclencher à tout moment. C'est au bout de plusieurs crises et hospitalisations que Agathe, maman du petit Moïse, âgé de seulement 1 an et demi, a découvert que son fils souffrait de cette maladie.
Chaque fois, c'était la fièvre, les doigts qui enflaient et les pieds. Par moments, ils ne marchaient pas. C'est là où on a décidé d'aller à l'hôpital. La première fois qu'on est parti à l'hôpital, il a pris du sang. La deuxième fois, ça n'a même pas fait 1 mois. On a encore transfusé et on a décidé, le docteur a décidé qu'on fasse l'électrophorèse. On confondait au groupe sanguin. Quand on a fait l'électrophorèse, il est sorti SS. Aujourd'hui, elle a accepté la maladie de son enfant. Parfois, c'est l'ignorance. Mais à un moment donné, quand on fait le test, on sait qu'on ne peut pas être ensemble et qu'on ne peut pas faire d'enfants. Si on fait le test en avance. Eh oui. Mais à présent, on vit avec. C'est une maladie pas facile. Pas facile du tout. Donc, je peux juste conseiller à ceux qui sont en train de se mettre en couple de faire leur test. Au Cameroun, plus de 6 000 enfants naissent drépanocytaires par an, selon les statistiques du groupe d'études de la drépanocytose du Cameroun, GDREPACAM. Un parent sur 4 peut la transmettre à ses enfants. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 2% des bébés en Afrique centrale et à Madagascar naissent avec la forme la plus grave de la maladie. Et parmi eux, 50 à 75% en l'absence d'une prise en charge adaptée, décèdent avant l'âge de 5 ans. Si les autorités sanitaires prônent le dépistage néonatal pour réduire ces chiffres, notons que jusqu'ici, aucune loi camerounaise n'exige aux citoyens de réaliser l'examen d'électrophorèse d'hémoglobine avant une quelconque union maritale, comme nous l'explique cette autorité communale. Nous comptons sensibiliser, accroître la sensibilisation auprès des populations lors de la publication des bancs. C'est-à-dire qu'au moment où on publie les bancs, c'est le moment où on peut encore faire marche arrière. Ce n'est pas le jour où on a déjà invité tout le monde pour prendre part à la séance publique du mariage. Mais à la publication des bancs, nous allons voir comment est-ce qu'on va faire passer le message directement aux futurs époux pour qu'ils fassent le test de l'électrophorèse, les examens d'électrophorèse, pour qu'ils sachent déjà que s'ils veulent des enfants, il faut s'assurer qu'on a pris le bon partenaire qu'il faudrait. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le 19 juin, l'occasion a été donnée aux associations d'éduquer le plus de personnes possible sur cette maladie. Ces 2 jeunes hommes, affligés par la perte de leur ami qui souffrait de drépanocytose, ont décidé de se consacrer désormais à la sensibilisation. Notre ami Jason est venu vers nous il y a de cela 1 mois. Et il nous demandait en réalité de l'accompagner parce que le village, c'est une bande de jeunes personnes très dynamiques qui se mobilisent pour beaucoup d'actions. Donc Jason nous a contactés en nous disant qu'il souffrait d'une pathologie et lui, il aimerait faire des descentes sur le terrain chaque mois ou alors chaque année au moins pour faire des dons de l'eau, de l'antalgique. Et au moment où on était déjà en train de se mobiliser pour l'accompagner, lundi, on nous annonce qu'il est décédé. C'est avec beaucoup de peine qu'on a reçu cette nouvelle et on a tous décidé ensemble déjà de faire une promotion de la lutte contre la drépanocytose. Dans un deuxième temps, on a décidé de mettre sur pied des actions qui nous permettent en réalité de sensibiliser. Après la sensibilisation, on a décidé de venir à l'hôpital de la Kenchini via le docteur Ebossé pour faire des tests pour que chacun sache exactement quel est son statut. Et le 10 juillet, en honneur de notre ami Jason et pour tous les drépanocytaires, on va faire une descente sur le terrain pour pouvoir faire des dons, pour pouvoir sensibiliser et aussi apporter notre soutien moral à ces personnes-là qui se donnent. Notons que la drépanocytose est la première maladie génétique au monde. L'Organisation mondiale de la santé estime d'ailleurs à 50 millions le nombre de personnes atteintes de ce mal. La drépanocytose, une maladie chronique, l'on vit avec aussi longtemps que possible, à condition d'avoir un bon suivi en respectant les consignes des médecins.
sur ce plateau après ce reportage présentant quelques malades qui sont revenus sur les difficultés rencontrées au quotidien. Il faut dire que la drépanocytose est une maladie chronique, l'on vit avec, et si le suivi, la prise en charge n'est pas efficiente, la seule issue pour le patient est la mort. C'est pourquoi il est conseillé de toujours connaître son statut. Pour cela, il faut faire un test d'électrophorèse d'hémoglobine. Pour parler de la prise en charge telle qu'elle est faite au Cameroun, nous avons rencontré le chef du centre de prise en charge de la drépanocytose de l'hôpital Lakentini de Douala. Il répond à nos questions dans l'entretien qui suit. Bonsoir à tous. Nous sommes déjà avec notre invité de cette semaine. Il s'agit du docteur Charlotte Eposeila. Elle est pédiatre et chef service du centre de prise en charge de la drépanocytose à l'hôpital Lakentini de Douala. Avec elle, nous allons parler de la prise en charge médicamenteuse de la drépanocytose, vu que le thème principal de check-up cette semaine porte sur la prise en charge de la drépanocytose dans son ensemble. Docteur Charlotte Eposeila, bonsoir. Bonsoir Mireille. Dans quelle tranche d'âge se situent les malades qui viennent vous voir et quel est le circuit? Ça se passe comment? Qu'est-ce que vous faites en premier? Effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Les malades qui arrivent au centre de prise en charge de la drépanocytose. Nous avons premièrement les malades qui sont dépistés dans le cadre du projet pilote de dépistage néonatal. Donc, c'est des enfants qui, à la naissance, sont testés. Et quand ils sont diagnostiqués drépanocytaires, ils sont donc conduits au centre de prise en charge. La deuxième circonstance, ce sera des malades qui viennent en hospitalisation, en consultation pour autre chose. En général, c'est des malades qui présentent des anémies qu'on transfuse et systématiquement, le personnel va prélever une électrophorèse et donc après avoir géré l'urgence qui est la transfusion sanguine et la pathologie qui aurait causé l'anémie, ces malades-là sont donc adressés au centre de prise en charge de la drépanocytose pour le suivi. Le troisième cas de figure, ce sera des patients qui sont déjà diagnostiqués drépanocytaires, qui viennent par exemple d'une autre ville, d'un autre centre, qui continuer leur suivi chez nous. Donc, ils sont donc reçus au centre de prise en charge. Donc, quand tous ces patients arrivent, en général, dans le cas du dépistage néonatal, ils arrivent autour de 3, 4, voire 6 mois. Mais quand le diagnostic est fait au décours d'une maladie, c'est des patients qui arrivent en général entre 1 et 2 ans. Parce que c'est à ce moment que la maladie commence à se manifester. Parce que après avoir évalué la sévérité de la maladie, on va donc, tout en leur donnant des conseils, préconiser qu'ils soient bien vaccinés, donc suivre le programme élargi de vaccination et même au-delà. On va également leur prescrire des médicaments. Des médicaments qui vont permettre de prévenir des complications comme l'anémie ou les infections, et on va établir avec eux un plan de suivi du patient parce que c'est une maladie chronique et en tant que maladie chronique, le suivi médical est capital. Alors, docteur, vu que vous parlez du suivi, ça se fera comment? Une fois par semaine ou pendant un mois ou alors revenir une fois par an? Ça se passera comment? Le suivi va dépendre aussi de la sévérité de la maladie. Chez les patients les plus sévères, on va être amené à les voir plus régulièrement que ceux qui n'ont pas beaucoup de symptômes. Mais en général, un patient qui n'est pas très symptomatique, qui a une maladie assez modérée ou légère, il devra rencontrer un médecin au minimum 3 à 4 fois par an. C'est-à-dire qu'en général, on leur donne un rendez-vous. Une fois qu'on a stabilisé un certain nombre de choses, qu'on est sûr qu'ils ont bien compris ce que c'est que la maladie, qu'ils ont bien compris ce que c'est que les conseils et l'importance, on leur a donné les signes d'alerte qui doivent leur permettre de venir en consultation, quelle que soit l'heure. Une fois qu'on a bien établi cette base-là,
Après, on va donner des rendez-vous tous les 3 mois, voire tous les 4 mois, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de symptômes. Mais ceux qui sont très symptomatiques, il va sans dire qu'on va les voir un peu plus régulièrement. Ceux qui font des anémies, par exemple, des fois, on est appelé à les voir tous les mois ou tous les 2 mois pour vraiment être sûr qu'ils ne vont pas nous revenir plus tard avec une anémie sévère qui va nécessiter une transfusion sanguine. Mais ce qui est important que les patients drépanocytaires comprennent, c'est que le suivi est capital. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'à un certain âge, quand ils sont tout petits, ils sont emmenés en consultation par les parents qui sont suffisamment conscients aujourd'hui que le suivi est important. Mais plus ils grandissent, plus ils veulent vivre comme tout le monde. Ça, c'est normal. C'est un peu la caractéristique des maladies chroniques. À un moment, on en a un peu marre. On veut vivre comme tout le monde. On veut vivre comme les jeunes de son âge. On veut faire ce que les amis font. Et donc, ils oublient ce volet-là. Ils ne viennent plus à l'hôpital. Nous, on ne les voit plus beaucoup. C'est vrai qu'il y a également un problème de transition parce que le médecin de l'enfant est un petit peu plus câlin, plus doux que les médecins adultes. Et donc, des fois, on a ce petit problème, même dans les pays développés, ce petit problème de transition du médecin pédiatrique au médecin adulte. Mais n'empêche qu'ici au centre, on a des médecins généralistes qui peuvent recevoir les patients adultes. On a également les médecins pédiatres qui sont formés à la prise en charge des patients adultes et qui donc assurent également le suivi de l'enfant et de l'adulte. Ça fait qu'a priori, on ne devrait pas avoir cette difficulté de passage de l'âge pédiatrique à l'âge adulte. Docteur Eposé, dites-nous, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que les couples prennent véritablement conscience? On se rend quand même compte que les couples de plus en plus s'intéressent à ça, même s'ils ne sont pas, le pourcentage qui le fait n'est pas le plus important. Il y a quand même des couples qui pensent à faire l'électrophorèse d'hémoglobine. Nous recevons des fois en consultation des couples qui veulent se marier et qui ont fait l'électrophorèse d'hémoglobine et qui viennent donc chercher de l'information, prendre des renseignements sur comment est-ce qu'ils doivent vivre ça. Mais nous pensons qu'au Cameroun, il y a encore un gros gap dans la sensibilisation des jeunes. Mais il y a une particularité qu'on voudrait faire ressortir, parce que c'est important de rencontrer le médecin avec ses résultats. Et c'est important d'avoir un résultat fiable, un résultat avec les différents pourcentages. Parce que je vous dis qu'on assiste souvent à des drames. C'est que des fois, il y a l'électrophorèse d'hémoglobine, quand elle n'est pas bien interprétée, on peut passer à côté de cette pathologie qu'on appelle S-bêta-thalassémie qui doit être prise en charge comme la SS. Je vais vous raconter une anecdote. Vous avez un couple qui vient nous voir un jour, dont l'enfant est dépisté drépanocytaire. En fait, cet enfant présentait une drépanocytose qu'on appelait S-bêta-thalassémie. Et donc, l'électrophorèse ressemble un petit peu à l'électrophorèse d'un SS. Le médecin doit pouvoir, qui est formé, c'est reconnaître et faire la différence. Mais le père était fou furieux parce qu'il se demande comment est-ce que lui, qui a fait son électrophorèse d'enfant, qui était AA, peut avoir un enfant qui est SS. Et donc, il doit s'en dire que la seule explication pour lui, c'était que la maman de l'enfant l'aurait trompé. Et je pense qu'il y a beaucoup de drames dans les familles aujourd'hui qui surviennent parce qu'il y a aussi beaucoup de personnel médical qui ne savent pas réellement interpréter une électrophorèse d'hémoglobine. Il a fallu qu'on lui explique qu'en fait l'enfant n'est pas SS, mais qu'il a à la fois l'hémoglobinose S qui a été donnée par la mère, mais que le papa, malgré le fait qu'il soit AA, avait probablement une maladie qu'on appelle la bêta-thalassémie, qu'il a transmis à son enfant. Et c'est pourquoi l'enfant peut avoir une électrophorèse qui ressemble à une électrophorèse
sujet SS, mais qui, pour ceux qui comprennent l'électrophorèse, qui savent interpréter l'électrophorèse, est une électrophorèse d'un enfant qui est à la fois l'hémoglobinose S et la bêta-thalassémie, et qu'on va donc appeler S-bêta-thalassémie. Vous avouez qu'il y a plusieurs familles qui se sont déchirées. Parce que, imaginez-vous, Mireille, que vous soyez la maman, et que vous soyez sûre de n'avoir pas trompé votre mari, et que vous avez un enfant qui soit malade, alors que le père de l'enfant est AA, vous-même, vous pouvez devenir un petit peu troublé, perdu, malade, parce que vous ne comprendrez pas d'où ça vient. Il y a d'autres cas de figure où c'est le papa qui a l'hémoglobinose S et c'est la maman qui est AA. Dans ce cas, il va sans dire que ce sera le personnel médical qui sera accusé, parce qu'on va dire sûrement qu'on a changé l'enfant à la maternité. Merci, docteur Charlotte Epossé, pour cette précision qui valait la peine, parce que je peux imaginer la difficulté des couples généralement lorsqu'on est face à ce cas de figure. Pour terminer, parlez-nous un peu déjà de votre centre. Quelles sont les facilités qui sont mises en place pour pouvoir aider le patient drépanocytaire à pouvoir bien vivre avec sa maladie? Le patient drépanocytaire a toujours été un petit peu au centre des préoccupations de cet hôpital. Nous avons d'ailleurs le seul centre dédié exclusivement aux drépanocytaires, même si dans tout le reste du pays, il y a des hôpitaux qui ont des services qui s'occupent des patients drépanocytaires. Ici, nous recevons à la fois l'adulte et l'enfant drépanocytaire. Donc, chez nous, quand le patient drépanocytaire arrive, il a déjà droit à une réduction de 50% sur le coût de l'annulation formule sanguine, qui est quand même un examen qui est pratiqué assez fréquemment chez le patient drépanocytaire. En plus de cette réduction sur le coût de l'annulation formule sanguine, il a également une exonération d'un donneur de sang. Ces patients ont donc de ce fait, bénéficient donc de ce fait d'un prix assez raisonnable de l'hospitalisation. Ils ont par exemple des chambres de 2 lits à 2000 francs, alors qu'ailleurs vous avez des chambres de 10 lits pratiquement au même prix. Pour terminer, docteur Charlotte Epossé, quelles sont les combinaisons à éviter et quelles sont les bonnes combinaisons? Alors, les combinaisons à éviter, c'est tout simple. Tout patient, toute personne porteuse de l'hémoglobine S doit éviter de se mettre avec une autre personne porteuse de l'hémoglobine S. Je vais être pratique. Si je fais mon électrophorèse d'hémoglobine et que je suis AS, alors le seul choix que j'ai, c'est de me mettre avec quelqu'un qui est AA. Si je me mets avec quelqu'un de AS ou de SS, j'ai les risques de faire des enfants SS. C'est pour ça qu'il est important de connaître son électrophorèse. Les personnes AA peuvent se mettre avec tout le monde, ils peuvent se mettre avec les AS, ils peuvent se mettre avec les SS. Il n'y a pas beaucoup d'impact. Mais tous ceux qui sont porteurs d'une hémoglobine S ne devraient pas se mettre avec d'autres personnes qui sont porteuses d'hémoglobine S. C'est la règle la plus simple. Merci, docteur Charlotte Epossé d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes pédiatre et chef du service du centre de prise en charge de la drépanocytose à l'hôpital La Quintini de Douala. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion, une fois de plus, de parler de la drépanocytose et d'informer toute la population, et afin que nous puissions tous nous mettre ensemble dans ce combat qu'est la prévention de la drépanocytose dans notre pays. Si vous nous rejoignez
rejoignez à l'instant, bienvenue. Le programme c'est TIECOP. Nous parlons ce soir de la prise en charge de la drépanocytose. Après avoir écouté le docteur Charlotte Eposset qui nous parlait de la prise en charge médicamenteuse, intéressons-nous à présent à la prise en charge psychologique, car ils sont nombreux des parents d'enfants drépanocytaires qui sont au bout de la dépression. C'est difficile pour eux de vivre au quotidien avec un enfant malade. Beaucoup ne supportent plus le regard des autres. Le docteur Herrero nous dit comment surmonter tout cela. C'est dans l'élément qui suit. Donc certains parents développent des pathologies qui sont donc liées au stress chronique résultant de la gestion difficile des cas de drépanocytose qu'ils ont à domicile. Donc on a une attention préventive et curative sur le stress et la dépression des parents. Et du coup, par chance, ce n'est pas nécessairement tous les parents qui développeront toutes ces difficultés, toutes ces complications psychologiques. Mais quand cela se présente, notre travail consiste donc à désamorcer par des stratégies, des psychothérapies et des stratégies de gestion du stress qui vont aider donc les parents à amortir l'impact émotionnel et psychologique de cette situation. Et donc certains enfants drépanocytaires, parce que la prise en charge ou parce que la gravité de leur maladie se reflète sur les aspects un peu physiques, c'est-à-dire que leur morphologie ou bien leur attitude, etc., peut attirer l'attention, mais ceux-là sont victimes quelquefois de stigmatisation. Et c'est le lieu ici d'interpeller notamment les familles et les espaces scolaires sur ce risque de stigmatisation qui en rajoute et crée des problèmes supplémentaires et accentue la souffrance de l'enfant drépanocytaire malade. Chez l'adolescent, ça peut se compliquer davantage parce qu'il va développer des attitudes de retrait social, de repli sur soi, avec une estime de soi qui est faible et un complexe d'infériorité qui peut le mettre en rupture avec le mouvement de sa génération. Et donc on va remarquer aussi chez eux donc des troubles dépressifs, et nous avons fait des évaluations ici avec une étude qui montre que 2 drépanocytaires sur 5 présentent un tableau de dépression. Et souvent, ce qui nourrit cette dépression, ce n'est pas seulement la douleur de la maladie, c'est aussi un peu la manière par laquelle ils sont perçus et traités dans leur environnement, soit familial, soit social. Et donc, à ce niveau-là aussi, il est question non seulement d'accentuer la prise en charge, mais surtout d'inviter à un peu plus d'empathie, c'est-à-dire et d'attention protectrice en faveur des personnes qui présentent une certaine vulnérabilité. Ça, c'est vrai. La douleur, c'est quelque chose que nous prononçons facilement, mais il faut être dans la chair du drépanocytaire pour savoir ou imaginer ce que ça veut dire avoir mal. Or, la drépanocytose est la maladie de la douleur. Douleur, crise douloureuse avec des complications qui sont physiques mais qui peuvent être aussi émotionnelles. C'est traumatisant sur le plan émotionnel et le trauma émotionnel accentue la douleur physique. Du coup, ça se fait sous la forme d'un cercle vicieux. Plus on est émotionnellement déstabilisé, plus on a physiquement mal. Donc, les traitements médicamenteux qui sont proposés pour régler un peu l'expérience de la douleur chez les drépanocytaires vont être complétés par des stratégies psychologiques pour que les émotions associées à ces douleurs se mettent aussi un peu en berne. Donc, on a des stratégies qu'on appelle des psychothérapies qui vont aider à traiter le patient drépanocytaire qui peut être déprimé, dépressif, ou avoir des traumas, parce que la crise douloureuse peut être la porte d'entrée vers une complication mortelle. Et quand le patient sort de là vivant, la prochaine fois quand il a la crise, il se rappelle que la dernière fois, il a failli mourir de ça. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de TIECOP consacrée à la prise en charge de la drépanocytose. Nos différents spécialistes ont insisté sur la nécessité de connaître son statut, et ceci passe par le dépistage, car c'est seulement ainsi que les couples sauront s'ils peuvent se mettre, s'ils peuvent
oui ou non, se mettre ensemble ou alors s'ils peuvent faire des enfants en bonne santé ou des enfants drépanocytaires. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission à aborder, n'hésitez pas. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission en tapant le MAC de la santé en un seul mot avec un L, un S et un M majuscule. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages WhatsApp via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.